Merci donc à tous ceux qui sont présents donc cet après-midi pour cet atelier donc sur l'innovation managériale. Je vais me présenter, donc je suis Bruno Pondic, responsable secteur public chez Randstad pour la région Sud-Ouest. Et on a le plaisir donc d'organiser cet atelier RH sur le thème de l'innovation managériale dans un contexte de changement et d'incertitude, entre autres sur le thème des ressources humaines, puisque on le voit encore actuellement avec le programme de transformation d'Action publique 2022 et avec les annonces qui ont été faites donc, sur la possibilité d'étendre plus largement la possibilité de recourir à des agents contractuels. Les choses sont en train de bouger et vont continuer à bouger en 2018. Donc on vous propose aujourd'hui un tour d'horizon de bonnes pratiques et de retour d'expérience sur le thème de l'innovation managériale. Et pour cela, on vous propose donc un atelier qui est découpé en deux parties. Une première partie où on va poser le cadre et les priorités RH des collectivités à travers les enseignements clés du baromètre RH 2017. Et puis une partie plutôt orientée table ronde avec un temps de partage d'expérience et de conseils d'experts et avec des échanges bien entendu avec la salle. Et participeront donc à cette table ronde donc Yvan Bréjon qui est directeur général des services de la ville de Pessac, Catherine Viandon, maire de Saint-Germain-du-Puch, et Arnaud Cartier, directeur général d'Acher Consultancy Partners. Et cette table ronde sera animée par Aline Crépin, directrice donc, du pôle public de Randstad, donc, que l'on remercie donc, tous les quatre d'être parmi nous cet après-midi. Avant de démarrer, quelques mots juste sur, puisque l'atelier porte sur l'innovation managériale, et je vous présente en quelques mots le groupe Randstad est resté sur le thème de l'innovation, mais sur le thème de l'innovation technologique cette fois-là, pour évoquer les transformations digitales très profondes qui impactent notre métier et nos activités depuis quelques années. Tout d'abord sur le travail temporaire, puisqu'on a de nouveaux outils, des outils digitaux, par exemple Recruit Live qui permet de recruter en direct chez les clients à travers une tablette, et puis YouPlan qui est un outil de planification en ligne. Donc là, ce sont des innovations digitales assez importantes. En termes de recrutement et d'évaluation, on utilise de plus en plus des tests d'évaluation de potentiel précis avec des critères de validité scientifique qui permettent de mieux cerner un candidat sur un poste, par exemple. Et puis, sur la partie cabinet de conseil RH, avec le big data, on est capable aujourd'hui d'analyser le marché de l'emploi territorial de façon très précise également. Et quelques mots également pour vous présenter Randstad. Donc en France, nous sommes organisés à travers 350 agences et bureaux, dont 38 en Nouvelle-Aquitaine. Randstad, c'est 50 000 clients, 2700 dans le secteur public, dont 1000 collectivités locales et à peu près 100 clients en Nouvelle-Aquitaine. Et puis sachez que depuis 2009, existe chez Randstad un pôle public. Donc le pôle public est une entité dédiée spécifiquement au secteur public, qui est donc dirigée par Aline Crépin et que je représente pour la région Sud-Ouest. En termes de publication, avant de démarrer le baromètre, donc justement le baromètre RH des collectivités locales, qui est une étude de référence réalisée tous les ans en partenariat avec la Gazette des communes, avec Ville-de-France et la DCF. D'ailleurs, vous avez peut-être reçu le questionnaire qui prépare le baromètre 2018. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir et on vous enverra le questionnaire à la fin de la présentation. Le livre blanc sur la GPEC dans la fonction publique territoriale, que l'on vous a remis d'ailleurs dans les sacs qui sont donc à votre disposition sur chaque siège. Et puis une newsletter trimestrielle RH. Et à venir le baromètre 2018, donc, qui sortira le 21 septembre. Et puis aussi, dans le cadre de notre partenariat avec le SNDGCT national, une publication qui portera sur le télétravail. Alors, on va donc passer au baromètre RH 2017 et on va balayer ensemble les enseignements clés. Alors, quelques éléments méthodologiques. Le questionnaire a été envoyé donc, en juin et juillet 2017. Il a donné lieu à 523 réponses, une répartition assez équilibrée. Vous voyez, un tiers d'élus, un tiers de DGS et un tiers de DRH.
En termes de répartition sur les types et les tailles de collectivités, c'est également assez homogène, en sachant que dans le baromètre, on catégorise 4 types de collectivités. On en reparlera tout à l'heure. Les petites communes, qui sont les communes de moins de 5 000 habitants, les communes moyennes de 5 à 50 000 habitants, les grandes communes de plus de 50 000 habitants et les EPCI. Et puis j'en profite pour faire un petit clin d'œil à la Nouvelle-Aquitaine, puisque au niveau des régions qui ont le plus répondu en bas à droite, félicitations, puisque la Nouvelle-Aquitaine se classe parmi les régions qui ont le plus répondu au baromètre en 2017. Donc j'espère que ça sera la même chose en 2018. Voilà. Alors, parmi les sujets d'actualité, il y en a un effectivement l'an dernier qui a fait le buzz et qui vous a pas mal occupé, ce sont les fusions de communes et d'intercommunalités. On a demandé aux collectivités quel était le constat fait suite aux fusions de communes et d'intercommunalités. La réponse, effectivement, qui vient en premier, à une large majorité, 63%, ce sont les difficultés à mettre en œuvre la nouvelle organisation. Alors, ce n'est pas forcément très surprenant parce qu'il a fallu faire des choix en termes de compétences obligatoires, facultatives, optionnelles. C'est arrivé un peu tardivement. Il y a eu des arbitrages, des décisions politiques à prendre. Donc tout ceci, effectivement, a entraîné certaines difficultés. Par contre, en deuxième position, et là on est plutôt sur des citations positives, une opportunité d'évolution pour les agents, c'est-à-dire favoriser la mobilité interne, favoriser l'employabilité des agents. On en reparlera tout à l'heure. Et puis par contre, un manque sur certaines compétences métiers en troisième position, cité par 27% des répondants. Et là, ça va passer par de la formation, par de l'accompagnement ou du recrutement. Voilà, donc globalement, 48% de citations positives et 41% de citations négatives. Ensuite, on a fait un focus sur les priorités RH, les effectifs et le recrutement. On a demandé donc aux décideurs quelles vont être les priorités en termes de gestion des ressources humaines de votre collectivité dans les 4 prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on nous répond en première position, très largement, et c'est la même chose depuis maintenant de nombreuses années, la maîtrise de la masse salariale, qui arrive en première position, 88% des répondants. Ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui arrive après. Deuxième position, on trouve l'employabilité des agents et les mobilités internes, cité par 56% des répondants. Et ça, c'est assez récent, c'est une évolution assez récente. L'employabilité, c'est une notion qui arrive du monde du privé, qui est liée à un double facteur, en fait. Tout d'abord, la raréfaction des ressources sur certains métiers qui oblige les collectivités aujourd'hui à être de plus en plus en capacité d'identifier des compétences en interne. Et puis, un autre facteur, c'est le besoin de s'adapter de plus en plus rapidement aux changements, que ce soit les mutualisations, l'évolution des métiers. Et là, il faut arriver à penser employabilité le plus en amont possible. Et donc là, on est plutôt dans une dynamique de GPEC. Cinquième position, à 42%, la prise en compte de la santé et de la qualité de vie des agents. Là aussi, très forte progression par rapport à l'année précédente, avec une réelle prise de conscience, d'ailleurs, qui a donné lieu à de nombreux événements autour de ce thème, par exemple par le SNDGCT. Il y a eu des forums, des choses comme ça qui ont été organisées. Alors, on peut se poser la question, pourquoi une telle progression ? En fait, l'explication, elle est liée à la réponse qui arrive en première position, c'est-à-dire maîtrise de la masse salariale. C'est-à-dire que depuis des années, en fin de compte, les collectivités réduisent les effectifs. Ça passe par une diminution du nombre de contractuels, des départs à la retraite non remplacés. Et tout ceci, ça entraîne une surcharge de travail dans les services. Naturellement, ça entraîne également un absentéisme un peu plus important. Et tout ça, ça se traduit par un sentiment de malaise. Donc, en fin de compte, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la qualité de vie au travail arrive à ce niveau-là. Et puis surtout que ça n'a pas forcément été anticipé par les collectivités. Les mutualisations qui passent de la 3e à la 4e position, une baisse assez sensible. Mutualisation des services entre la communauté et ses communes membres, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de mutualisations déjà qui ont eu lieu. Et puis, il y a eu quelques échecs aussi, et on n'en voit pas les bénéfices immédiatement. Et puis un thème sur lequel je voulais insister, même s'il n'est pas forcément en haut des réponses les plus citées, c'est le développement des compétences managériales qui arrive encore un peu loin, même s'il progresse de 4 places, vous voyez, cité à 29% en 2017. Et c'est un peu une surprise pour nous parce que la qualité du management est encore plus importante quand
la ressource est rare, hein, puisque là, il y a obligation de fidéliser, il y a obligation de bien recruter. Et donc là, il est important effectivement de faire le lien entre qualité du management d'un côté et qualité de vie au travail de l'autre. Les deux sont vraiment intimement liés et on ne peut pas parler de qualité de vie au travail sans parler de qualité du management. Et je prendrai un exemple que vous avez peut-être rencontré dans vos collectivités respectives, c'est l'arrivée de nouveaux outils digitaux qui vont entraîner des changements en termes de process, en termes de méthode. Et là, il faut vraiment accompagner les équipes parce que sinon, ça peut générer très rapidement du stress et ça peut générer de la souffrance au travail. Voilà sur ce slide. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des synergies croissantes qui apparaissent entre les problématiques RH du public et les problématiques RH du privé. Ça, c'est vraiment un constat de plus en plus flagrant dans le baromètre RH. Ce slide, juste pour une mise en perspective des priorités RH des collectivités en fonction de leur taille. Vous avez ici 3 items que l'on a vus tout à l'heure, l'employabilité des agents, les mobilités internes. Vous avez la prise en compte de la santé et de la qualité de vie des agents et vous avez le développement des compétences managériales. Et on se rend compte que sur ces thématiques-là, il se creuse un écart important entre les petites communes qui sont en bleu et les autres collectivités. Donc là, il y a vraiment un point de vigilance important à avoir. Attention à ne pas créer une gestion des ressources humaines à 2 vitesses en fonction des tailles de collectivités. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais insister. Ensuite, on a fait un focus particulier sur les leviers de maîtrise de la masse salariale. Quel levier privilégier pour maîtriser la masse salariale? Et là, on a, on va dire, 3 leviers qui sont en hausse, les 3 premiers d'ailleurs, d'une année sur l'autre. Le premier, c'est la révision des temps de travail et l'organisation des services. Donc là aussi, clairement, la révision des temps de travail n'est plus un sujet tabou. Parler de 1607 heures aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou dans les collectivités, associé à des actions de réorganisation, d'optimisation de services. En deuxième position, la maîtrise du recrutement. On verra l'évolution des effectifs dans le slide qui suit. Et puis, une très forte hausse des plans d'action pour limiter l'absentéisme, qui gagne 15 points en 2 ans. Donc là, il y a vraiment une lutte contre l'absentéisme avec une vision un peu plus RH, on dirait, que financière et travailler davantage sur la prévention, travailler sur l'anticipation. Et on fait le lien également avec l'intérêt accru pour l'employabilité et la formation. Alors, l'évolution des effectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, on évalue donc depuis maintenant plusieurs années, 5-6 ans, l'évolution des projections d'effectifs dans les collectivités locales. Et on pose la question tous les ans, selon vous, au cours de l'année à venir, les effectifs de votre collectivité vont soit baisser, soit augmenter. Alors, augmenter en vert, vous allez voir, à gauche, et baisser en rouge à droite. Donc, de l'année 2013 à 2016, il y a une tendance lourde, en fin de compte, qui est une projection plutôt à la baisse des effectifs. Et puis, il y a eu un renversement de tendance en 2017, puisque pour la première fois, effectivement, les collectivités, vous voyez, de 44% en 2016 sont passées à 39% à vouloir baisser leurs effectifs. Et inversement, il y avait plutôt une projection à la hausse des effectifs. Donc, en fin de compte, on se rendait compte que les collectivités, à un moment, avaient besoin de desserrer un peu la vis. Certaines collectivités qui n'avaient plus du tout de marge de manœuvre au niveau de leurs effectifs, après beaucoup de départs à la retraite non remplacés, départs de contractuels aussi, et puis aussi des nouvelles compétences qui ont été prises par les EPCI. 2 thématiques RH, enfin, c'est les problématiques de recrutement. Alors, problématique de recrutement, on a voulu savoir pour les collectivités qui avaient des difficultés à recruter, quels freins rencontrez-vous dans vos opérations de recrutement aujourd'hui? Et là, il y a deux sujets qui arrivent vraiment, qui se détachent du reste. C'est tout d'abord un manque de candidatures pour certains postes, cités par 56% des collectivités, forte hausse par rapport à l'année précédente, et des profils de candidats non adaptés aux offres d'emploi, également cités à 56% des répondants. Et puis une autre problématique, un autre registre RH qui a été évoqué, c'est le recours au travail temporaire. Et là aussi, toujours dans le registre des synergies croissantes entre les RH du secteur public et du secteur privé, on se rend compte que les collectivités font appel de plus en plus au travail temporaire, puisqu'une collectivité sur 4 a eu recours à l'intérim en 2013, et voire 1 sur 3 dans les EPCI. Et puis je vais terminer avec
un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est la GPEC, puisqu'on en a fait un livre blanc il y a 1 an et demi. Donc on suit cette thématique avec intérêt. On voulait savoir, et on le fait depuis des années, quel est le degré de mise en place d'une démarche GPEC dans les collectivités. On se rend compte que ça s'est un peu tassé entre 2016 et 2017. 66% des collectivités ont initié une démarche GPEC. Et on se rend compte encore des différences significatives en fonction des tailles de collectivités, puisque dans les petites communes, vous voyez, on est plutôt sur du 42%. Et là, il y a eu même une baisse d'une année sur l'autre. Alors que dans les collectivités plus importantes, on est vraiment sur un rythme entre guillemets de croisière avec plus de 80% de collectivités qui disent avoir initialisé une démarche GPEC. Alors après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on entend par GPEC ? Et là, on a, on va dire, quelques surprises, ou plutôt, on va dire, des choses que l'on anticipait un peu. Dans le cadre de votre démarche GPEC, quels volets ont été mis en place ? Et effectivement, qu'est-ce qu'on nous cite en priorité ? On nous cite des dispositifs plutôt réglementaires, c'est-à-dire entretien professionnel, plan de formation, vous voyez, mais le vrai socle d'une démarche GPEC qualitative, à savoir la cartographie des métiers et des postes, arrive encore assez loin, cité par 33% des collectivités. Et c'est vrai que la GPEC, ce n'est pas une démarche facile, ça oblige à un nouveau rôle de la fonction RH et ça nécessite aussi des ressources et des compétences spécifiques au sein du service RH. Et c'est ce que l'on va voir maintenant dans ce dernier slide. Ce sont les conditions de réussite justement d'une démarche GPEC dans la collectivité. C'est intéressant quand on sonde les collectivités sur les conditions de réussite. Première condition de réussite, et là il y a une différence assez notable entre 2016 et 2017, ce sont les compétences et expertises dédiées au sein du service RH, cité à 62%, vous voyez, l'an dernier, alors que ce n'était cité qu'à 55% l'année précédente. Donc, ça veut dire, par exemple, dans les collectivités de petite taille, je pense aux communes, peut-être le besoin de recruter un DRH ou de recruter un responsable RH si on veut vraiment s'approprier ce domaine-là. Ensuite, en deuxième position, l'adhésion et la mobilisation de tous. Parce qu'effectivement, la GPEC, ce n'est pas un sujet qui vient du haut, mais c'est vraiment un dispositif qui est co-construit avec l'ensemble des services. Troisième position, sensibilisation et soutien du management intermédiaire. Former les encadrants à devenir des managers, ça c'est un sujet qu'on va revoir tout à l'heure lors de la table ronde. Et puis enfin, quatrième levier de réussite, c'est le portage politique fort, effectivement, puisque tout part du projet politique, donc il faut que ça pousse au niveau des élus. Voilà sur la partie GPEC. Alors justement, sur les questions de compétences, sur le soutien du management intermédiaire, tout ça, ce sont des sujets qui vont être abordés lors de la table ronde qui arrive maintenant. Donc Aline, je vais te laisser la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, tout va bien. Je vais donc demander aux participants de la table ronde de me rejoindre. Je pense que tu peux laisser le Bruno. Donc, Catherine Viandon, qui est maire de Saint-Germain-du-Puch. Yvan Bréjon, qui est DGS de Pessac. Et Arnaud Cartier. Arnaud, tu restes devant la machine. Je crois que tu en auras besoin après, donc ça peut... Rapproche-toi. Tenez, mettez-vous là, peut-être comme ça sera peut-être plus... Et voilà. Hop. C'est un peu particulier de faire une table ronde avec des écouteurs. On va s'en sortir. Oui, parce que sinon on ne s'entend pas, de toute façon, même à très très près. Alors, l'objet de cette table ronde, il est ambitieux, puisqu'on doit vous parler d'innovation managériale pour répondre aux défis des collectivités et de ces actualités chargées. Pour ce faire, on a essayé justement d'avoir un panel un peu représentatif avec Madame Viandon, qui est maire d'une mairie de 2300 habitants, avec 25 agents. C'est ça. Yvan Bréjon, Pessac, plus de 60 000 habitants, c'est ça ? 62 000. Et le nombre d'agents ? 1000.
Et 1000 agents, voilà. Et puis Arnaud Cartier, qui est directeur général du cabinet de conseil RH du groupe Randstad. Bonjour, moi j'ai un micro. Tu as un micro, tu vas pouvoir le passer alors. Qui va pouvoir apporter d'une part la vision éventuellement du privé, de ce qui se passe dans le privé aussi dans le même temps, et puis des retours d'expérience de collectivités qui ont pu mettre en place différentes solutions. Alors, un petit retour sur le contexte, puisqu'on sait que le contexte des collectivités est quand même un petit peu compliqué. Mais il est compliqué différemment, peut-être, en fonction des tailles de collectivités, même si la base est souvent commune. Donc, peut-être pour mieux comprendre un petit peu dans quel contexte vous évoluez l'un et l'autre, je vais vous passer la parole. Alors, on va du coup... Hop. Donc Catherine Viandon, peut-être si vous pouvez nous décrire un peu votre collectivité et puis comment se passent en fait les relations avec vos agents et comment ça s'organise en fait dans une commune comme la vôtre. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, comme vous disiez, commune de 2300 habitants, 25 agents, avec une particularité, je pense, par rapport à certaines communes de cette dimension, avec beaucoup de services publics. Je veux parler d'écoles, bien sûr, école primaire, école maternelle, un restaurant scolaire, un centre de loisirs, un accueil périscolaire, une halte garderie, et bien sûr un service technique et un service administratif. Tout cela, vous pouvez voir sur 25 agents. Et il y a 3 agents administratifs et un policier municipal, donc pour tous les services, l'entretien, je parle de l'entretien, de la gestion, le restaurant scolaire, on fabrique les repas sur place, on les sert, on surveille les enfants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un service. On s'est toujours appliqué depuis de nombreuses années sur les différentes équipes municipales auxquelles j'ai participé, parce que je suis élue depuis pas mal de temps, à vraiment offrir le maximum de services à nos administrés. Alors, petite commune, donc pas beaucoup d'agents quand même, mais pas beaucoup de services. Donc, je n'ai pas j'ai un secrétaire général attaché, je n'ai pas de DRH, je n'ai pas de DGS pour commencer, je n'ai pas de DRH, je n'ai pas de directeur adjoint, tout ça, je n'ai pas. Je n'ai rien de tout ça. Donc, qui est-ce qui gère la commune et les services? Ce sont tout simplement les élus. Les élus, chaque adjoint a une responsabilité. Donc, eh bien, il est responsable, il gère l'équipe de sa responsabilité. Et le maire, eh bien, il gère tout le monde. Et quand ça ne va pas, il intervient auprès des services. Voilà. Donc c'est vrai que nous n'avons pas, c'est la difficulté dans une petite commune comme la mienne, c'est de vouloir et d'avoir des services, mais de ne pas avoir derrière l'équipe nécessaire pour un management de tous les agents. Et c'est pour cela que les élus, comme on dit, ils mettent la main à la pâte. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure justement pour voir comment vous gérez tout ça. Mais vous m'avez dit aussi que vous aviez, alors sur le front des mutualisations, vous avez eu aussi quelques péripéties ou quelques mutualisations successives qui ont impacté en fait votre organisation et la façon dont vous avez vécu. J'ai eu beaucoup, oui, parce que dans un premier temps, nous étions une communauté de communes de 5 communes. Et nous avons été fusionnés par l'agglomération de Libourne qui s'appelle la Cali. Donc nous sommes passés de 5 communes à 45 communes. Donc, et de 15 000 habitants à 89 000 habitants. Les agents, il y a eu bien sûr des compétences qui ont été transférées, telles que le centre de loisirs. Les agents ont eu beaucoup de mal à appréhender ce changement de structure.
et de collectivité. Et ça a été très compliqué malgré les explications que j'ai pu faire, les réunir, leur dire ne vous inquiétez pas. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur de ce changement. Il y en avait qui ne bougeaient pas, comme par exemple le restaurant scolaire, ils ne bougeaient pas, mais ils croyaient qu'ils allaient bouger. J'avais beau leur dire que ne vous inquiétez pas, vous ne bougez pas de collectivité, ça fait rien, ils avaient peur quand même. Les autres, ils avaient peur parce qu'eux, ils savaient qu'ils allaient changer de collectivité et pour eux, c'était l'inconnu au niveau managérial. Donc, c'est effectivement, ça a été compliqué. Bon. Alors, on va voir dans la deuxième partie comment justement vous avez résolu tout ça. Je vais, enfin, du moins transitoirement, parce que je pense que c'est toujours un travail qui est nécessaire au fil de l'eau. Alors, Yvan Bréjon, si on passe à votre contexte à vous, donc Pessac, pas tout à fait la même dimension, mais quelques éléments en commun en tout cas. Ah oui, il y a beaucoup d'éléments en commun. Pessac, c'est la troisième ville de la métropole de Bordeaux. Il y a 62 000 habitants, 1 millier d'agents. Et effectivement, la nouvelle équipe municipale issue des urnes en 2014 a souhaité non seulement intégrer le processus de mutualisation, mais au-delà, porter la métropolisation sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Ce qui fait que je vous rejoins sur la question de la mutualisation. À partir de fin 2014 et toute l'année 2015, nous avions aussi à gérer à la fois les agents qui étaient très inquiets de connaître leur sort avant que le périmètre de mutualisation n'ait été complètement arrêté, de connaître leur sort et savoir s'ils allaient partir vers la métropole, et une sorte de grand tirage au sort finalement où les autres seraient pas impactés mais avaient tout aussi les mêmes craintes. Donc il y a à la fois le processus de mutualisation sur la période récente, le processus de mutualisation qui crée de fortes craintes, mais une fois qu'on a mutualisé, il y a aussi une nouvelle façon de travailler avec les nouveaux services communs qui sont nos anciens collègues mais qui ont muté et qui sont donc partis au sein de Bordeaux Métropole, mais aussi la nécessité de réorganiser en interne les services qui, eux, n'ont pas été mutualisés. Donc à Pessac, on a un peu plus de monde, on a 14 directions, un CCAS en plus, 2 DGA, un DGS, mais pour autant, c'est pas forcément beaucoup plus facile dans l'organisation parce que on touche à la relation humaine et la relation humaine, une petite taille ou grande taille, ça reste relativement compliqué. Alors peut-être Arnaud, si tu veux toi compléter, parce que c'est vrai que tout ce que vit aujourd'hui la fonction publique territoriale, ces fusions, ces mutualisations, tous ces bouleversements d'organisation, c'est des choses que, en termes de conseil RH, on voit quand même assez souvent dans le privé depuis de nombreuses années. On retrouve des problématiques avec des vocabulaires différents, mais qui sont finalement sur des enjeux assez proches de ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise. Donc, moi, je dirige les activités de conseil en ressources humaines de Randstad. On accompagne à la fois les entreprises et aussi les établissements publics et les collectivités. Et finalement, toute proportion gardée, ce que vous décrivez comme interrogation ressemble aux questions qui nous sont posées dans les PME. Et l'organisation des services que vous pouvez avoir avec plus de 1000 agents ressemble finalement aux enjeux qu'on a d'organisation, de management, de structuration RH qu'on a dans les grands groupes ou dans les entreprises de taille intermédiaire. Et finalement, quand on voit les sujets dont on parle et les problématiques que nous remontent les acteurs publics, en particulier les collectivités, c'est beaucoup autour de la masse salariale. Et c'est des enjeux qui sont quelque part plus difficiles à traiter que dans le privé parce qu'on a des histoires évidemment d'enjeux de statut, de rigidité, mais aussi des choses qui se rapprochent des pratiques du privé avec une volonté forte, notamment des collectivités, d'apprendre de l'expérience qui a déjà pu être celle des entreprises qui sont à certains égards plus réactives en termes de management et de gestion de leurs ressources humaines. Je pense à tout ce qui est qualité de vie au travail et puis on va le développer un petit peu après au management et en particulier au management de premier rang, c'est-à-dire directement l'encadrement des chefs de service en gros. Absolument. Alors si
je pense qu'on a tous en tête les grands impacts qu'on peut avoir effectivement dans les collectivités. Si on regarde quel type d'outils RH on peut mettre en place quand justement on n'a pas de service RH, quand on n'a pas de DGS et qu'on est comme vous, Catherine, à la tête de 25 agents, comment on fait ? Vous avez été DRH dans une autre vie, peut-être ? Pas du tout, c'est ce que j'allais dire. D'abord, on est très démunis. Parce qu'un élu, il y en a qui pensent qu'un élu, il sait tout, il connaît tout. Pas du tout. Pas du tout. Un élu, il est élu, il s'est présenté un jour parce qu'il a voulu avoir des responsabilités, ça l'intéressait, la vie politique, l'organisation d'une commune, etc. Mais il n'a pas toujours les compétences. Moi, par exemple, mon métier, je suis sage-femme. Donc vous voyez, rien à voir avec la direction d'une équipe d'agents au nombre de 25. Donc on est d'abord très démunis. Alors, je crois aussi que dans un premier temps, on le fait avec la spontanéité, le cœur. Il y a des choses évidentes. Voilà. Donc, par exemple, je vous entends parler au niveau de la santé dans le travail. Bon, mais on essaie de bien faire les choses. Au niveau des horaires, enfin, on adapte les choses. Quand ça ne va pas, il y a des agents, des fois, ils sont durs. Ils sont très durs même. Et c'est vrai que spontanément, moi j'ai envie de dire, ils n'ont pas, à Saint-Germain-du-Puy, je vous assure qu'ils n'ont pas une vie vraiment insurmontable. Je veux parler, ils n'ont pas de transport. Quand on voit les transports dans la région, dans la métropole, c'est affreux. Ils habitent tous à 200 mètres de chez eux. Donc pas de transport. Et c'est une organisation de services, petit comité, services techniques, ils sont 4. À la cantine, elles sont 2, enfin, etc. Donc on essaie d'améliorer. Et quand j'ai vu que ça ne fonctionnait, qu'il y avait des tensions dans l'équipe, ce que j'ai fait dans un premier temps, ça a été de responsabiliser les agents. Responsabiliser dans leur secteur et dans leurs compétences. Donc autant au niveau des services techniques, par exemple, c'était compliqué parce qu'il y en avait un qui aurait été normalement appelé à être le chef, entre guillemets, le chef, et il a complètement refusé, il ne voulait pas, etc. Il n'y en avait pas d'autres qui pouvaient prendre sa place. Donc, ce qui a été fait, nous avons responsabilisé chaque agent, un dans les bâtiments, un sur les routes, un sur les espaces verts, etc. Donc, chacun avait sa compétence. Donc en fait, vous avez fait l'inverse de la polyvalence. On se dit, avec 25 complet. Agents, on essaie justement de faire en sorte que chacun puisse un tout petit peu faire tout. Mais là, au contraire... Ils ne voulaient pas travailler ensemble. C'est dur parce que quand vous avez des agents qui sont titulaires de leur poste, que vous avez 4 agents techniques et que vous n'avez pas d'autres services pour pouvoir les mettre, c'est compliqué, je vous assure. C'est pas comme à Pessac où j'imagine, il y a peut-être pas. Et... Donc, ça n'a pas l'air. J'ai trouvé cette solution de responsabiliser, ou par exemple mon équipe de nettoyage des bâtiments, etc. Au lieu qu'elles étaient 3, eh bien au lieu de toutes les 3 qu'elles aillent faire le ménage dans chaque bâtiment, elles ont continué à travailler ensemble, mais j'ai responsabilisé chacune sur un bâtiment ou 2. Pour essayer, moi, comme cela, ça me donnait l'impression que ça allait leur donner un intérêt dans leur travail. Et que ça allait les motiver pour dire, c'est moi qui dois réagir comme ça, sûrement, les motiver pour dire, bon, mais écoutez, là, moi, je suis responsable, je dis n'importe quoi, de la bibliothèque. Mais j'ai envie que la bibliothèque soit belle, elle soit propre. Et qu'on dise, qu'est-ce qu'elle est bien, la bibliothèque. Voilà. C'était tout simple. Est-ce que ça a marché ? Ça a marché partiellement. Mais ça a marché. Plutôt, oui, ça a marché. Alors, partiellement, pourquoi ? Il y a toujours des réfractaires. Et puis, il y a aussi, vous m'avez dit, quand il se passe quelque chose, une route à réparer ou un bâtiment où il faut vraiment faire quelque chose, mais où on a besoin de plus de monde. Oui, et là, mais là, c'est l'adjoint, c'est l'élu
qui doit organiser, aller chercher les agents, leur expliquer, leur montrer l'intérêt qu'il y a à aller faire cette réparation et qu'il ne peut pas le faire tout seul. Et que voilà, et c'est la motivation, elle vient de l'élu parce qu'il n'y a pas de chef d'équipe et parce que je n'ai pas les moyens financiers sur mon budget d'avoir un poste de responsable de service ou de DRH. Soit responsable de service dans un service technique, par exemple, ou de DRH. Voilà, je n'ai pas les moyens. Alors, en revanche, vous m'avez dit aussi, vous avez des soutiens externes qui vont justement vous aider sur ces outils-là. On va en parler plus tard. Donc, et quand j'ai des difficultés, effectivement, alors des difficultés pour répondre à mes agents, comme quoi s'ils veulent avoir une promotion, si je ne suis pas vraiment au fait de tout cela, j'ai une aide au niveau du centre de gestion. Le centre de gestion de la Gironde, où toutes les communes sont affiliées de moins de 350 agents. Et c'est là où on trouve énormément de réponses parce que c'est un centre qui est très très bien structuré et où il y a des gens très compétents et qui peuvent vous donner toujours des réponses. Et même il y a un service maintenant au niveau de ce CDG, il y a un service de proposition d'agents de remplacement pour les petites collectivités. Et il y a un pool de remplacement qui peut être donc utilisé et puis des pour les outils différents RH, besoins. Et des outils d'évaluation, RH, d'évaluation, tout ce que l'on veut, on l'a au niveau du centre de gestion. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir ce service, comme si on a des difficultés, parce que les petites communes, souvent on a des difficultés, je trouve aussi, et nous pouvons trouver, nous les maires des petites communes, des aides auprès de l'AMG, de l'Association des maires de Gironde, qui est également maintenant qui est bien structurée et qui peut nous donner des réponses sur beaucoup de questions. Et de questionnement. Très bien. Alors, Yvan Bréjean, nous, quand on a préparé cette table ronde aussi, il y a un point où on s'était dit ça peut être un outil ou la façon de prendre un outil un peu éclairant, quel que soit le type ou la taille de collectivité. C'est ce que vous avez fait autour de l'évaluation annuelle. Parce que c'est un outil RH qui est quand même assez majeur et qui, chez vous en tout cas, entraîne l'ensemble des éléments de mobilité, etc. Donc je voulais que vous nous en parliez un peu, que vous nous expliquiez justement la démarche GPEC qui avait été mise en œuvre il y a quelques années, qui s'essoufflait un peu et qu'est-ce qui s'est passé justement pour essayer d'avoir des outils RH qui évoluent comme votre collectivité évoluait. Alors effectivement, nous on a beaucoup d'outils qui ont été créés il y a 5 à 10 ans à peu près, à l'initiative de la DRH, compte tenu des enjeux de la collectivité à l'époque, et qui ont été largement partagés à ce moment-là, au moment de la création, avec l'ensemble des directeurs et responsables de service. Ça tourne autour du régime indemnitaire, de la formation, de tout ce qui est lié à la prévention, le document unique, etc., qui sont à chaque fois des occasions de revisiter une organisation ou de voir les relations qu'il peut y avoir entre les uns et les autres au sein d'une équipe ou plus largement, pour reprendre le mot, de transversalité, de façon à éviter le tuyau d'orgue que l'on connaît tous. Tout ça était concentré sur le moment de l'évaluation qui, il y a une dizaine d'années, donc à Pessac, a été construit de façon particulièrement poussée, très détaillée, le système de l'évaluation, puisqu'il repérait environ 70 à 80 métiers différents dans la collectivité, croisés avec des niveaux hiérarchique lié lui-même, enfin chaque niveau hiérarchique lié à un niveau de régime indemnitaire, ce qui donnait environ 120 situations différentes dans la collectivité, donc 120 fiches d'évaluation finalement, et pour chacune d'entre elles étaient évalués
au cours de l'entretien annuel des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, mais aussi des objectifs de service, des objectifs de direction qui pouvaient donner lieu ensuite à des projets de service, des objectifs individuels, des demandes de promotion, des demandes de formation vers l'extérieur ou en intra, et qui donc débouchaient sur des plans de formation en lien avec les compétences identifiées qu'il fallait renforcer. Ça a tenu ce système-là pendant plusieurs années. Mais comme vous le disiez, ça a fini par s'essouffler parce que ce n'était porté plus que par la direction des ressources humaines devant un outil qui finalement faisait plus peur par le temps qu'on devait y consacrer que par le gain éventuellement qu'on pouvait en ressortir pour à la fin finir par être une usine à gaz parce que tout ce croisement de données ne permettait pas d'effectivement répondre à des attentes que les directeurs ou les chefs de service pouvaient avoir, à la fois parce que l'outil était devenu particulièrement complexe, mais aussi par une forme de désengagement de la part des directeurs et chefs de service ou de tous les évaluateurs qui ne s'y retrouvaient pas forcément. Et donc, assez récemment, nous avons décidé de reprendre cet outil et de considérablement l'alléger pour passer de 70 à 80 métiers à finalement quelques situations, manager ou pas. C'est essentiellement ça que l'on évalue. En faisant un condensé des compétences attendues, quels que soient les métiers, sans aller jusqu'à des précisions liées aux 120 métiers qui étaient identifiés précédemment. Et ce travail-là, on l'a fait en collégialité avec les directeurs et responsables de service, de façon à pouvoir les remobiliser sur cet outil de l'entretien annuel qui reste malgré tout, même si on l'a considérablement allégé, qui reste quand même le temps privilégié de discussion, d'échange, de rencontres entre un évaluateur et son collaborateur, et qui permettent, ces temps-là permettent de, malgré tout, alimenter des plans de formation et plus largement une GPEC finalement qui débute par cet entretien et qui permet dans un second temps de pouvoir répondre aux attentes à la fois du responsable ou du directeur de service qui va identifier des points de compétence sur lesquels il souhaite que l'on soit plus performant, qui va pouvoir partager avec l'agent des objectifs ou des orientations pour l'année à venir, pour lui-même ou pour le service, et puis qui va pouvoir avoir un échange sur tout le temps de promotion en fonction de la situation de la carrière de l'agent, et puis sur la formation enfin, pour identifier quelles seraient les formations fortes que l'agent devra suivre l'année suivante. Avec en fin d'entretien, évidemment, une évaluation générale de la qualité du travail qui a été fait sur l'année. Donc en tout cas, là, la première piste, c'est vraiment d'être sur une simplification, puisque le travers, parfois, quand on a justement des équipes RH qui vont fouiller le sujet, c'est parfois de complexifier un peu des choses qui, au fur et à mesure, comme vous le disiez tout à l'heure, deviennent un peu des usines à gaz et perdent le sens en fait pour les opérationnels. Donc ça devient vraiment un outil RH pur, mais pas très partagé. Et du coup, au-delà de la refonte de l'outil, qui peut être une première piste d'innovation, c'est de revisiter ces outils, parce que souvent on associe l'innovation à des outils technologiques ou autres, et elle se niche souvent sur des choses beaucoup plus simples que ça. Donc il y a le fait de revisiter l'outil, et puis vous m'avez dit le grand axe aussi, c'était de revisiter le management et les modes de management. Donc vous avez lancé un grand projet
2018, c'est l'année de la qualité de vie, je crois. M'avez-vous dit? En fait, on a commencé déjà en 2016 par revoir le temps de travail. On était à Pessac à 1547 heures et le maire a considéré que nous devions nous mettre au temps légal. Donc on est passé à 1607. Ça, ce n'était pas négociable. En revanche, en même temps que nous faisions ça, nous avons interrogé les 1000 agents via un questionnaire pour nous permettre d'évaluer leur ressenti sur l'équilibre qu'il y a au sein de la ville de Pessac, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc un certain nombre de questions sur le temps de travail, sur les relations au travail, sur la capacité à dégager du temps pour soi, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour faire son travail, etc., etc. À l'issue de ce questionnaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un chantier quand même assez considérable à faire, parce que non seulement on avait, comme je vous l'ai dit précédemment, subi les effets de la mutualisation et de la métropolisation pour ceux qui étaient partis et ceux qui étaient restés, mais on a aussi, et vous le savez tous, des profondes mutations qui sont en train de nous percuter sur notre environnement institutionnel, sur les aspects financiers pour les collectivités, sur les révolutions numériques ou sur aussi le fait que l'usager, la relation à l'usager est en train de changer, parce que l'usager est de plus en plus exigeant, demande encore plus de services et dans un temps toujours plus court. Donc tout ça, si on ajoute à ça en plus les incertitudes liées au statut des agents, ça fait beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur leur relation à leur travail. Et donc, après avoir mis en œuvre la réorganisation liée à la mutualisation, la réorganisation liée au temps de travail, nous avons effectivement lancé plusieurs pistes cette année liées sur le bloc managérial, donc ça représente 57 personnes. Sur cette petite soixantaine, nous avons décidé de lancer un travail sur à la fois la relation managériale, la qualité managériale, mais aussi sur notre organigramme, 2 ans après l'avoir mis en œuvre, à travers là aussi des questionnaires qui sont tournés vers quelles problématiques vous rencontrez et vous pouvez pointer du doigt, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer cette problématique que vous pointez. Donc là, on est en train de récupérer l'ensemble des questionnaires sur ces thématiques-là. On n'en a pas encore fait un diagnostic ou une évaluation complète, mais l'exercice est intéressant parce qu'il est à la fois, je pointe du doigt la difficulté, mais je cherche aussi en même temps des solutions pour pouvoir la résoudre. Donc les thématiques, elles étaient sur l'organisation, l'organigramme lui-même, sur les relations managériales que je peux avoir avec moi N+1 et mes collaborateurs, sur mon management, essayer de faire ma propre évaluation de mon management, sur les relations interservices, sur les relations avec l'Interco, avec la métropole, et puis les relations avec les partenaires. En général, tous les partenaires avec qui nous travaillons, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est de moins en moins dans un travail, un élu, un directeur, un contremaître et un exécutant, mais avec multitude d'intervenants institutionnels, privés, semi-publics, etc., avec qui il faut aussi entretenir des relations. Donc une complexification de notre écosystème qui nous oblige à avoir une réflexion sur nous-mêmes dans un contexte qui nous semblait propice pour le faire. Et puis vous m'avez dit, quand vous avez fait votre questionnaire aux 1000 agents, notamment sur la communication interne, vous m'avez dit en fait on pensait qu'ils allaient nous parler outils, et puis en fait ils vous ont pas parlé d'outils. Non, effectivement, on a quelques outils de communication interne et on a posé des questions pour savoir comment on pouvait les améliorer, le site internet, le journal interne, etc. Et en fait, la remontée que l'on a eue essentiellement, c'était sur le management.
et sur la qualité managériale qui faisait défaut ou qu'il considère insuffisante pour une bonne qualité de vie au travail. Et donc là, on a pris ça, notamment les N+1 des agents qui ont répondu, ont pris ça un peu de façon abrupte. Et donc il y a tout un travail aussi à faire avec eux maintenant pour qu'on puisse reprendre le fil de la discussion et ne pas rester sur ça. Mais d'un autre côté, ça fait du bien de temps en temps de se rendre compte que on pense que tout va bien et dans une relation assez formalisée qui peut être l'entretien annuel, se donner des temps pour se dire des vérités. Il ne faut pas que ce soit violent, il faut que ce soit fait correctement, dans un certain respect, ce qui a été le cas en tout cas sur la commune de Pessac. Mais les messages restent quand même très perturbants pour celui qui a beaucoup de certitudes. Bien sûr. Alors Arnaud, peut-être si pour compléter justement ce rôle du management de premier niveau, quelle est ta vision là-dessus ? Oui, l'objet de l'intervention était de rebondir sur les managers de premier niveau, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, M. Bréjon, vous avez introduit tous les sujets dont je voulais parler. C'est-à-dire, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a 10 ans, on nous demandait d'aider les collectivités et les établissements publics à s'organiser. Donc on était sur les organigrammes, les définitions de fonctions, les process. Il y a 5 ans, effectivement, on était beaucoup sur la GPEC. Et merci Aline d'avoir dit que les DRH parfois étaient allés un peu loin dans les usines à gaz, et peut-être que les consultants y ont participé aussi. Donc c'était aimable de ne pas citer la responsabilité des consultants, mais c'est vrai qu'on a voulu beaucoup structurer, aller dans le détail, l'exhaustivité. Et maintenant, c'est plus du tout le sujet. Effectivement, on veut simplifier un petit peu tout ce qui est process RH, GPEC, etc. Et on travaille aujourd'hui sur la qualité de vie au travail, vous l'avez mentionné, mais ce qu'on voit venir, c'est derrière la qualité de vie au travail, l'enjeu, c'est le manager. Finalement, on peut faire tout ce qu'on veut autour de la qualité de vie au travail. On peut mettre des process, de la com, des numéros verts, réfléchir sur effectivement l'équilibre, voilà, des baby-foot, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, etc. L'enjeu, finalement, le vrai, celui qui reste à la fin, c'est le manager. Et vous voyez, vous êtes en plein dans ce que je voulais vous présenter un petit peu, c'est que finalement aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est à la fois on promeut ou on nous demande dans les collectivités de travailler autour du manager parce que c'est lui qu'on voit comme la réponse à tous les enjeux qu'on vient de citer, y compris l'enjeu de la maîtrise de masse salariale, qui est quand même on l'a revu dans le baromètre, qui est quand même le premier enjeu cité aujourd'hui quand on parle des ressources humaines dans les collectivités. Et or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on demande à ce manager de premier niveau, alors manager, vous verrez un peu mon tropisme, conseil aux entreprises, on va plutôt l'appeler l'encadrant de premier niveau, par exemple, manager de premier rang dans l'entreprise, c'est qu'on demande à cette personne-là de porter sur ses épaules toutes les transformations avec un flux montant, un flux descendant. Un flux descendant, c'est toute la communication. Donc oui, les collectivités ont mis en place des outils pour avoir un accès direct de communication descendante auprès des agents. Cela dit, quelle est la vraie source d'information en cas de réorganisation, en cas de est-ce que je vais être transféré ou pas? C'est d'abord mon N+1 que je vois tous les jours et avec qui je prends le café ou avec qui je suis dans le véhicule quand je commence ma journée. Donc c'est lui qui va porter toute cette communication descendante avec des messages clés. C'est auprès de lui que les agents vont se tourner pour chercher un petit peu une cohérence dans ces évolutions, ces réductions de masse salariale, ces réorganisations. C'est lui qui va devoir former, incarner un petit peu aussi le projet collectif de la collectivité, avec en plus cette particularité qu'on voit dans les entreprises et dans les collectivités. Dans les collectivités, on a les alternances liées aux élections. Dans les entreprises, on a les changements de tête ou les changements de stratégie parce que révolution digitale, changement des marchés, etc. Et donc les agents ont besoin d'être assurés sur oui, ça change, mais voilà, il faut que tout change pour que rien ne change, pour citer des références cinématographiques. Et finalement, c'est au manager de premier rang qu'on demande de porter tout ça. Or, le grand paradoxe, c'est qu'on n'a pas nommé des chefs d'équipe parce que c'était des grands managers. On ne les a pas recrutés comme pour ça. On a recruté chef de service technique, quelqu'un qui était le meilleur des techniciens. Dans le meilleur des cas, parfois, on a aussi nommé celui qui était là le plus longtemps. Bon. On connaît les évolutions, les grilles, les carcans, je dirais, en termes de nomination. C'est difficile de nommer un
un petit jeune parce que c'est un super communicant, un super manager, parce qu'il est inspirant, s'il n'a pas été validé par ses pairs sur une compétence technique pendant des années. Donc on demande finalement à des gens qui sont avant tout des techniciens ou des anciens de porter des messages managériaux pour lesquels ils n'ont pas été choisis et souvent pas formés. Alors on peut faire des formations management, on peut leur expliquer comment faire un entretien annuel, mais ça ne suffit pas pour leur inculquer cette culture avec tout ce qu'ils vont porter. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que justement les grands chantiers de réorganisation, les grands chantiers de GPEC, et j'ai un peu peur les grands chantiers de QVT demain, font parfois des flops parce qu'on arrive à ce goulot d'étranglement qui est le manager de premier niveau, à qui on demande ça en plus de son day job. C'est-à-dire qu'effectivement, j'imagine dans votre commune avec 25 agents, quand vous avez responsabilisé quelqu'un sur des agents d'entretien, pour autant, il a toujours la même superficie à entretenir et le nombre de bâtiments, donc son activité d'encadrement vient en plus. Face à ça, nous, qu'est-ce qu'on promeut aujourd'hui? Et on a quelques retours d'expérience, je vous en parlerai après. Je tenais, si vous voulez partager aussi cet écran-là. D'abord, je voulais vous resituer un petit peu un cadre, un petit cadran comme ça à 4 dimensions de sur quelle dimension du manager on veut, on doit, on devrait travailler. Et finalement, il y en a 4. Et ce qu'on voit, c'est que cette approche un petit peu holistique pour vraiment travailler sur les 4 dimensions est rarement prise en compte par les établissements publics, par les collectivités. Et souvent, on force un trait en oubliant les autres. Ce que j'ai voulu mettre là, c'est d'abord un travail autour de l'individu, le manager, l'agent encadrant, le chef de service, peu importe la façon dont on l'appelle. On fait rarement une cartographie de finalement quelles sont ses appétences, quelles sont vraiment ses vraies forces, sur quel point il a des faiblesses. Est-ce que c'est d'abord quelqu'un d'extraverti, d'introverti? Est-ce que c'est un communicant? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vouloir se valoriser par la technicité ou se valoriser par son rang, le titre qui va lui être alloué? Donc, tout un questionnement sur l'individu qu'on promeut ou qu'on découvre au manager, qui est souvent pas réalisé alors qu'on lui demande des choses. Et finalement, chacun va mettre en œuvre sa feuille de route de manière différente selon sa propre structure mentale, pour dire les choses comme ça. Donc c'est ce que j'ai voulu résumer par le connais-toi toi-même. Après, il faut aussi travailler sur sa légitimité en tant que chef d'une équipe. Donc comment est-ce que je m'adresse à un collectif? Comment est-ce que je résous les conflits? Pour prendre un exemple simple, par exemple. C'est-à-dire, je suis moi-même et comment je suis moi-même par rapport à mon équipe, par rapport à un collectif finalement. Et puis il y a une dimension qui est assez nouvelle. Donc sur ce volet-là, les collectivités ont fait beaucoup de choses, et notamment par le biais de formation en management. Mais il y a des choses un petit peu nouvelles, par exemple des assessments collectifs, c'est-à-dire de pouvoir dire, en utilisant les mêmes outils qui sont des tests psychotechniques finalement, de pouvoir dire, vous voyez, vous êtes plutôt de tel type, et vous avez dans votre équipe des gens qui sont d'un autre type pour moitié, ou du même type que vous pour autre moitié. Donc forcément, les messages ne vont pas passer de la même façon, ils ne vont pas être repris de la même façon selon les gens avec qui vous avez des interactions tous les jours. Et puis c'est aussi, et ça c'est un petit peu plus nouveau, par rapport au chef d'équipe qui va être un coach individuel. Et finalement, on est de plus en plus loin du chef qui donne des instructions et qui sanctionne, mais de plus en plus une légitimité, et j'insiste sur le mot de légitimité, par rapport à l'encadrant qui va développer chacun dans son équipe. Et finalement, ça peut être un développement technique, et souvent leur légitimité est là, ou ça peut être un développement personnel, ça peut être de se projeter avec lui sur sa carrière dans la collectivité, ou dans une autre d'ailleurs. N'ayons pas peur pour des nouveaux recrutements de dire vous passerez peut-être quelques années avec nous avant de rejoindre une autre collectivité, comment on organise ça ensemble. Et ça, c'est un discours qui est un peu dérangeant aujourd'hui, c'est que effectivement, et je ne m'adresse pas aux directions des services importantes, je m'adresse vraiment aux encadrants de premier niveau, qui sont souvent avec un bagage de formation initiale peu élevé et un niveau de formation non technique qui n'a pas été très poussé non plus en formation continue. Et donc ça, c'est assez nouveau quand on leur dit que finalement, leur légitimité, qui n'est pas que technique, elle passe aussi par le fait qu'ils vont savoir développer chacun de leurs collaborateurs à l'occasion des évaluations annuelles, à l'occasion des choses de manière plus permanente que comme ça, des grands rendez-vous annuels.
dans leurs compétences techniques, mais aussi en les aidant à naviguer, par exemple, dans une grande collectivité, à naviguer l'interactivité entre les services, à dire, bon, toi, tu es dans mon équipe, mais de manière transverse, tu as aussi des relations avec telle personne, voilà comment on peut travailler avec telle personne ou tel service, etc. Et puis, le dernier point, c'est dans l'écosystème, vous le mentionnez un petit peu, Monsieur Bréja, tout à l'heure, c'est j'aime bien le terme d'écosystème parce que ça s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux collectivités. C'est que vous le disiez, on n'est pas tout seul. On doit interagir avec les autres services, avec les autres strates administratives. Dans l'entreprise, ce sera avec les fournisseurs, les clients, les prestataires, etc. Et donc, sera reconnu le manager et sera épanoui le manager qui aide les autres, qui lui-même est à l'aise dans cet écosystème. Et qui pourra aider son équipe, non pas à produire une tâche selon une instruction, mais à interagir avec tout son écosystème, comprenant par exemple la compréhension des enjeux de budget, de réorganisation, de choses comme ça, et pas juste ça m'est imposé en tant que collaborateur, mais mon manager me resitue dans un système qui évolue et dont je comprends les enjeux. Les outils dont je vous parlais, j'en ai cité quelques-uns, on a eu l'occasion de travailler avec des collectivités sur chacun d'entre eux. Premièrement, le recrutement par les compétences, c'est-à-dire qu'il faut se projeter dans l'employabilité de la personne et notamment travailler contre les inaptitudes qui sont assez fortes et l'absentéisme qui est plus fort dans le public que dans les entreprises. Et finalement, aujourd'hui, on voit que recruter sur une fiche de poste, ça enferme un petit peu le recrutement dans un job donné et on a du mal après à faire évoluer la personne sur d'autres postes. Ça, on l'a développé notamment pour des collectivités qui sont venues nous voir en disant j'ai zéro mobilité et j'ai beaucoup d'inaptitudes. Et évidemment, j'ai un carcan légal qui fait que je conserve les collaborateurs que j'ai. Comment est-ce que je pourrais éviter ça à l'avenir en recrutant directement, non pas pour une fiche, mais en voyant de quelles compétences je vais avoir besoin, des savoir-être, des connaissances, des aptitudes, et pas seulement des compétences techniques sur lesquelles je recrute parce que j'ai un besoin aujourd'hui. Un autre point, c'est l'assessment. Assessment, c'est l'anglicisme pour finalement avoir recours à des évaluations très organisées, très normées, mais qui vont permettre, on l'utilise beaucoup pour le recrutement. Là, ce dont je parle, c'est plutôt dans un cadre interne, de pouvoir de temps en temps faire passer des gens dans ce qu'on va appeler un development center en utilisant des outils d'évaluation pour voir quels sont les points forts et les points faibles de chacun et du coup optimiser des budgets de formation, ou optimiser des constitutions d'équipe ou même des distributions de tâches parce qu'on peut situer chacun par rapport à ce qui est attendu. Ça a l'avantage aussi de bien recadrer l'attendu. C'est-à-dire pas seulement prendre une fiche de poste et mettre des croix, mais dire voilà ce qu'on attend en général dans la collectivité. Le leadership, c'est lié au management. Il y a un petit effet de mode, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus que les gens soient managers, mais on veut que ce soit des leaders. Bon, je passe sur l'effet de mode, mais au-delà de ça, ça reprend un petit peu les dimensions que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on nous demande aussi de plus en plus de travailler sur les obstacles à la volonté des collaborateurs de devenir manager. Et ça, on l'a notamment dans le privé, avec des promotions qui sont refusées parce que des collaborateurs disent l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, je vais me fâcher avec tout le monde, je vais être dans des situations impossibles. On met souvent les managers dans des paradoxes ou des injonctions paradoxales où ils doivent faire plus avec moins, ils doivent motiver leur équipe tout en étant plus directifs. Enfin, on les met souvent dans des situations impossibles et on voit qu'il y a un manque de leadership, c'est-à-dire comment est-ce que je prends en main ces grandes attentes de mon employeur. Et je cite au passage qu'on voit souvent dans les collectivités plus d'enjeux autour de la satisfaction de l'usager qu'on en voit dans les entreprises autour de la satisfaction du client qui parfois n'est pas au premier plan alors que les collectivités ils sont beaucoup plus sensibles. Le coaching, on nous demande de plus en plus d'intervenir en mode coaching, soit auprès d'individus qui ont une fonction managériale et qui peuvent avoir des difficultés, donc pas dans une approche conseil, mais dans une approche plutôt miroir, de dire voilà comment vous avez réagi à telle situation et posez-vous la question de comment votre interlocuteur reçoit le message, posez-vous la question de comment d'autres personnes auraient pu réagir, etc. Mais aussi coaching collectif, c'est-à-dire d'intervenir au sein d'un groupe, soit un groupe de managers pour animer la conversation entre eux, pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions, soit au sein d'une équipe, par exemple entre encadrants sur un service technique donné dans des grandes collectivités. Et puis le big data au service de la mobilité, c'est ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on commence à avoir des outils maintenant qui sont presque prédictifs, je reste modeste sur le sujet, mais de pouvoir dire voilà où va l'évolution de tel métier,
voilà dans 5 ans les compétences dont on aura besoin. Donc dès aujourd'hui, posons-nous la question de qui on recrute, qui on fait bouger, qui on forme, sur quoi, parce qu'on va dans telle direction. Voilà un petit peu avec notamment chez Randstad, on a des solutions formidables parce qu'on peut voir l'évolution des placements successifs des personnes qu'on place en travail temporaire. Donc on voit qu'à partir d'une compétence donnée, quel est le parcours, et comme sur des millions de parcours, ça finit par parler et on peut avoir cette prédiction-là. C'est un des outils parmi d'autres. J'ai cité cela, je voulais juste vous faire 3 petits retours d'expérience et vous pourrez m'interroger si vous voulez les développer. Mais par exemple, pour une relativement petite commune de 7000 habitants avec 80 agents, on a mis en place le recrutement sans fiche de poste en disant pointons uniquement les compétences actuelles et à venir et puis recrutons des gens qui vont pouvoir se situer par rapport à cette évolution. Donc on a remplacé les entretiens traditionnels de nos candidats par des tests d'agilité. Est-ce que le candidat va pouvoir apprendre et finalement, avec très peu de focus sur leurs compétences techniques, en se disant, si on choisit des gens qui ont envie et qui peuvent apprendre, les anciens, excusez-moi, mais pour aller vite, les anciens, leurs pairs, les agents vont leur donner les compétences techniques. C'est ce qui s'est passé, c'est en cours. On a encore peu de recul sur le succès, mais c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on recrute des gens en disant pour 3 ans, vous êtes rattaché à tel service. Peu importe si vous n'avez pas les compétences techniques pour aller très vite, les agents eux-mêmes vont vous aider à intégrer. Vont vous former sur le tas. En fait. Vont vous former sur le tas, avec du coup aussi beaucoup d'intérêt en termes de reconnaissance des agents qui sont plus anciens, et puis de formation par les pairs beaucoup plus efficace parce qu'on est en situation. Plutôt que de choses un petit peu théoriques sans mise en œuvre pratique. Une autre expérience avec une communauté d'agglos donc importante, comparable à Pessac par exemple, sur l'évolution des capacités managériales des encadrants, où là on est intervenu en mode coaching pour animer des communautés d'encadrants, c'est-à-dire des encadrants de premier niveau, que nous on anime juste pour qu'eux-mêmes trouvent entre eux les solutions. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent en silo, comme souvent, et chacun se retrouvait isolé avec sa problématique vis-à-vis de ses collaborateurs, n'osait pas en parler à son N+1 parce que c'était un petit aveu de faiblesse quand il y avait des difficultés, alors que finalement en les réunissant interservices au même niveau managérial, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous les mêmes difficultés et qu'ils ont tous des solutions différentes qui peuvent échanger. Et je dirais que l'un des intérêts à terme, c'est de pouvoir avoir une communauté de managers où à la fin, les gens s'interpellent entre eux plutôt que d'interpeller soit leur direction, soit les consultants qu'on était quand ils avaient des nouvelles difficultés. Pour faire ça, on est passé par un assessment aussi, où on a mis ces 60 encadrants face à des situations types où eux-mêmes on a pu évaluer et leur faire le retour sur quel point ils avaient des points forts. Pour certains, c'était l'encadrement, pour d'autres, c'était le respect des process, etc. Et puis sur quel point ils avaient besoin d'être développés, avec un impact derrière très direct, c'est qu'on a pu réorienter un petit peu les budgets de formation. Au lieu de dire on forme au management 60 personnes, on en forme 10 au management, on en forme 10 à la communication, etc. pour pouvoir mieux situer les besoins. C'est un petit peu ce qu'on a fait aussi avec une autre métropole très importante, où là aussi on a fait des ateliers de co-développement, où finalement on organise la prise de parole, mais où les solutions viennent de la communauté des encadrants qui sont eux-mêmes confrontés à des problématiques assez équivalentes entre eux. Voilà juste quelques exemples. Mais... Oui, je vous ai bien écouté et je crois que ce qui est très important aussi et ce que j'ai vécu, je crois qu'il ne faut pas oublier le côté humain et le côté proximité. L'expérience que j'ai été adjointe responsable des affaires scolaires pendant 2 mandats. Donc j'avais le restaurant scolaire, les centres de tout ça, de loisirs, etc. Et je souhaitais et je rendais visite très régulièrement à tous les agents, à toutes les équipes, à différents moments, et je discutais toujours un petit moment, etc. Donc ça a duré pendant 2 mandats. Les équipes, elles n'ont pas beaucoup changé parce que vous savez, quand j'ai pris ces responsabilités, c'était des jeunes femmes déjà, parce qu'il n'y avait que des femmes, des jeunes femmes, donc elles ne sont même pas parties encore à la retraite.
Et ça se passait, disons, au mieux. J'essayais que ça se passe au mieux. Et quand je suis devenue maire, en 2008, j'ai obligatoirement changé complètement mon organisation. Et les adjoints, donc il y a une adjointe qui a été responsable. Je lui ai dit, je ne lui ai pas donné des consignes strictes en lui disant il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je disais, moi, je faisais ça. Voilà. Bon, j'essayais de faire un petit peu. Et quand j'ai rencontré, bien sûr, je l'ai rencontré, c'est ce qui m'a mis un petit peu, ce qui me fait penser à ça quand je vous entends. Les agents me disaient, mais on ne vous voit plus. Et je crois qu'il faut pas que, c'est important aussi, il ne faut pas qu'ils se sentent seuls, il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés comme ça de dire, je crois que ça c'est très important, la chaleur humaine et autant la proximité avec l'élu et qui donne bien sûr une meilleure proximité avec l'administré, avec les enfants, etc. et qui a une situation d'équipe qui est plus confortable. Ce que vous décrivez, c'est un petit peu finalement, vu le niveau de strat qui était quand même très limité, vous aviez ce rôle de manager de proximité. Ah mais En tout à fait. étant élu et tout à fait je ne m'appelle informel. pas manager, Voilà. mais effectivement, je remplissais ce rôle, oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, sauf que le directeur, lui, avant d'être manager, il a une fonction opérationnelle qu'a pas forcément l'élu. Et cette fonction opérationnelle lui prend énormément de son temps. Et d'arriver soit à dégager du temps, soit à comprendre qu'on attend moins sur une fonction strictement opérationnelle et plus sur une fonction managériale, et donc passer de responsable de service à manager, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Oui. Ça vient en plus du day job, ça vient en plus de ce qu'on a à faire dans la journée. Et il faut arriver à caser ça en plus. Ça vient tout en plus, tout le problème. mais c'est particulièrement nécessaire compte tenu de ce qu'attendent les collaborateurs aujourd'hui, qui attendent effectivement un soutien technique, un accompagnement, mais aussi du sens, de la relation, de la bonne ambiance, de la bienveillance, de etc. l'écoute, du temps disponible pour eux. Et ça, c'est justement quand vous allez sur le terrain et que vous allez pouvoir, par le temps que vous y consacrez, apporter ce temps. Et aujourd'hui, c'est un temps en plus. Quand on voit que y a assez peu de collectivités qui envisagent de beaucoup recruter, tout se concentre sur quelques personnes qui vont devoir, comme l'homme orchestre, faire tout ça à la fois. Et ça, c'est assez difficile. Ouais. D'autant plus que souvent les outils que l'on a sont des outils qui donnent un langage unique, comme si on considérait que le collectif à qui on s'adresse est un collectif uniforme. Alors qu'aujourd'hui, il y a des attentes qui sont très différentes des uns des autres. Vous parliez presque d'individualisation du management. Donc ça démultiplie le temps qu'il faut consacrer parce qu'on ne peut plus faire une réunion de service et passer le message. Il ne va pas passer de la même façon à celui qui est à 2 ans de la retraite et celui qui vient de rentrer et qui n'a pas du tout la même façon, la même relation à la collectivité, la même relation à la hiérarchie, la même relation au travail. C'est une structure pyramidale et la difficulté des managers, et plus on descend dans le niveau de management, plus c'est vrai, c'est de troquer cette casquette de producteur pour une casquette d'encadrant, quitte à renoncer à sa propre production, parce que le pari, c'est presque le pari de Pascal, il faut essayer pour vérifier, mais c'est que mes collaborateurs seront plus efficaces et vont compenser ce que le manager lui-même ne fait pas. Et puis il y a aussi la question de l'exemplarité, c'est-à-dire que si mon manager passe une partie de son temps à faire du management et pas que de l'expertise métier, je vais me sentir le droit de faire ça aussi. Parce que souvent on se dit oui mais là je ferai du management quand j'aurai le temps. Ça va être une partie de mon job, une toute petite partie. Et je pense qu'il y a ce côté de donner du sens aussi à pourquoi être manager et en quoi le fait de ne pas être simplement un expert, ça a du sens. Et le fait de voir que son N+1, et là c'est pour ça que ce diagnostic que vous faites du management dans toutes ces interactions a vraiment, je pense, une grande vertu, c'est de se dire
à tous les niveaux, à tous les échelons et en fonction des interactions, est-ce que je suis dans un rôle de management? Est-ce que l'exemple que j'ai est bien en ligne avec ce qu'on me demande? Parce que c'est pas de l'injonction de dire tu seras manager, mon fils ou ma fille. Est-ce que la façon dont je le fais le donne? Merci à tous les trois en tout cas pour ces témoignages. J'espère que ça vous a suscité peut-être des pistes d'action. Alors avec encore une fois des exemples très, très différents dans les possibilités et dans les outils utilisés, mais avec je pense, la même idée d'une innovation accessible à partir du moment où on fait des choses simples et des choses qui sont adaptées à la taille et à la culture et à la stratégie de la collectivité. Et puis, toujours en se disant que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai pour 5, 10 ou 15 ans et que l'innovation, elle vient aussi dans comment je peux m'adapter, repenser et redonner du sens à chaque étape en fait aux agents. Régulièrement pour que l'organisation puisse tourner, mais que chacun puisse y trouver du sens et de la motivation. On pourra... Alors, est-ce que vous avez peut-être quelques questions? Ce que je vous propose, parce que là, c'est pas super convivial, on est avec nos... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je commence à avoir mal aux oreilles. C'est un peu lourd, ouais. Donc, on a sur le stand de l'Association des maires de Gironde une petite collation. Donc, si vous voulez notamment discuter avec nos intervenants un peu plus directement et sans le truchement du micro et des oreillettes, ça sera avec grand plaisir. Donc, merci en tout cas de votre présence et merci à tous les trois pour cette intéressante table ronde.